Salut Nathanaël. Bonjour Marc. Je suis ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode Nathanaël pour parler de ton livre 2049, ce que le climat va faire à l'Europe. On va continuer à parler d'avenir, de futur, de climat. Ça fait plusieurs fois que tu prononces le mot de tipping point en anglais, point de bascule en français. C'est quelque chose que tu développes dans ce livre. Si on arrête de parler de manière un peu trop générale, si on donne des exemples précis, j'aimerais que tu nous parles de ces différents tipping points avec, encore une fois, des exemples précis. La visée générale, je pense qu'on l'a tous. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est des exemples précis. Et la visée générale, moi, je ne cesse de constater qu'on ne l'a pas. Donc, je veux bien en dire, si tu me permets, un tout petit mot. Et puis après, de parler en plus des récifs coralliens, du pergélisol, des grands ensembles forestiers qui peuvent partir en fumée, etc. J'ai des étudiants en cours, voilà, et quand ils arrivent en première année, ils ont leur bac, voilà. Qu'est-ce qu'ils connaissent de l'écologie ? Ils savent juste que c'est la merde. Mais c'est tout. Ils ne sont pas capables d'expliquer les interactions entre le climat, les écosystèmes de la biosphère et nos sociétés, etc. Et à part quelques-uns très informés, globalement, ils n'ont pas conscience des risques sous-jacents. Ils n'ont pas pigé ce truc de, à un moment donné, on est en train de taper sur le guéridon et puis c'est nos sociétés qui peuvent se scratcher. Et donc, on peut prendre une toute petite image pour piger le truc. Tu as déjà fêté plusieurs fois ton anniversaire et j'imagine que, en tout cas, quand tu étais plus petit, tu devais souffler dans un ballon et puis le ballon de baudruche et le pendouiller au plafond. Et en fait, quand on souffle dans un ballon, le volume, il augmente de façon linéaire à l'air qu'on injecte. C'est-à-dire tu souffles un peu, il gonfle un peu, tu souffles beaucoup, il gonfle beaucoup. Et bien, c'est comme ça que fonctionne le système climatique en première lecture. Tu balances un peu de CO2 dans l'atmosphère, ça réchauffe un peu. T'en balances beaucoup, ça réchauffe beaucoup. Et maintenant, on va reprendre notre fête d'anniversaire jusqu'à ce qu'un millilitre d'air en plus. Et le ballon, il pète. Il franchit un point de bascule. Il n'y a plus de retour en arrière possible. T'auras beau mettre du scotch, de la colle, du machin, du truc, tu n'arriveras jamais à regonfler ton ballon. Et bien maintenant, on revient à notre système climatique jusqu'à ce qu'un peu de méthane, un peu de CO2 en plus dans l'atmosphère, et là, quelque chose se passe qui est non linéaire, non proportionnel avec la cause qui l'a déclenché. C'est ce qui fait qu'on peut dire, alors évidemment les temporalités d'une fête d'anniversaire ne sont pas celles du système Terre et celles du système Terre, elles sont à rapporter aux différents éléments en question, les éléments du système Terre, et ça peut être parfois quelques années, quelques dizaines d'années, centaines d'années ou milliers d'années, etc. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on arrive à comprendre, c'est que pour l'instant, nous n'avons encore rien vu des incidences du climat sur nos sociétés, parce que tout ce que nous avons vu, ce sont des conséquences linéaires, proportionnel. Nous n'avons pas franchi de point de bascule pour l'instant, à part éventuellement le blanchiment des coraux. Il y a quelques papiers qui sont sortis ces temps-ci, etc. Mais on n'en a pas pris toute la mesure dans l'incidence sociétale, parce que là, il y a une inertie, il y a un processus qui dure un peu. Et pour l'instant, les seuls éléments qu'on ait mesurés des transformations du climat, c'est des choses qui sont immédiatement accessibles à nos sens. Et ça, nos sens, ils sont de piètres informateurs pour comprendre le fonctionnement du climat et des incidences sur nos sociétés. On a besoin de la littérature scientifique et on a besoin d'outils conceptuels, dont celui de Tipping Point. Je rappelle, on a expliqué dans le premier épisode que tu étais un pivot au handball, tu es habitué à te prendre des coups, tu es habitué à faire le ménage, tu es habitué à être roublard dans une défense. Toi qui aimes les métaphores. Non, moi je voudrais un peu plus de concret et je voudrais que tu me détailles les différents tipping points qui sont menacés, que tu expliques dans ton livre. Donne-nous des exemples précis de tipping point. Selon un rapport, le Global Tipping Point Report 2023, un rapport de l'université d'Exeter qui a été piloté par Timothy Lenton. Timothy Lenton, c'est un des chercheurs qui est à l'origine de la conceptualisation du terme tipping point. On pourra peut-être y revenir sur l'histoire, la généalogie de ce concept qui est hyper intéressante parce qu'elle est très très proche de celle d'Anthropocène, tipping point. Donc selon le Global Tipping Point Report de 2023, qui a eu une réactualisation là en 2025, c'est un document absolument vraiment remarquable, comme un rapport du GIEC d'une certaine façon, c'est un peu plus bref, ça fait quelque chose comme 400 pages. Alors on peut souligner, c'est financé par le Jeff Bezos Fund, voilà. Donc les 9 tipping points, les 9 éléments, on va dire, du système Terre sur 26 qu'il identifie comme pouvant franchir des points de bascule ayant une incidence sur nos sociétés. On a la mort des récifs coralliens et donc là, effectivement, il y a quelques papiers qui sont sortis récemment pour dire mais est-ce qu'on n'a pas déjà franchi un tipping point à cet endroit-là ?
voilà. Il y a la perte de la glace de mer Arctique d'été, c'est-à-dire en fait dans l'océan Arctique, voilà, l'été comme l'hiver, il y a de la glace qui se forme. Il y en a plus l'hiver que l'été, mais l'été il continue d'y avoir de la glace. Et un des problèmes, c'est de perdre la glace l'été. On pourrait dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce truc? Ben, en fait, non, parce que de ça dépend des écosystèmes, voilà, au niveau local ou localo-régional, on va dire. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que la glace, elle a un pouvoir réfléchissant du rayonnement solaire, ce qu'on appelle l'effet albédo, le pouvoir réfléchissant d'une surface. La glace, c'est blanc, et le blanc renvoie, on va dire, le rayonnement dans l'espace, là où, quand il y a des terres ou des mers, la mer en l'occurrence, et ben en fait, plus sombre, les surfaces, elles captent davantage le rayonnement solaire, elles captent la chaleur, et du coup, c'est de la chaleur en plus qui est emmagasinée par la Terre. Un troisième tipping point possible, c'est l'effondrement de la calotte glaciaire du Groenland, donc voilà, avec des voies d'eau de plus en plus conséquentes de la calotte glaciaire vers les différentes mers voilà, autour du Groenland. On a l'effondrement de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale, c'est-à-dire au niveau de la calotte glaciaire de l'Antarctique, elle est plus conséquente, on peut dire qu'elle est un petit peu plus robuste, mais au niveau de l'Antarctique occidentale, là de fait, il y a quelque chose de problématique. C'est où l'Antarctique occidentale? C'est du coup C'est celui qui fait face à l'Amérique du Sud? Chili, ouais, c'est ça, si je me trompe pas, mais oui, c'est ça, ouais, avec le glacier de l'Apocalypse, etc. Il y a des régions entières où le sol est gelé en permanence, qu'on appelle le permafrost ou le pergélisol en français. Des endroits où le sol est gelé sur plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et là, ce qui est en train de se passer avec le réchauffement, c'est qu'il y a des sols qui dégèlent. Quand les sols dégèlent, il y a de l'émission de gaz à effet de serre, il y a une activité, il y a des microbes qui sont en activité, qui respirent, qui envoient du CO2, il y a une décomposition des matières organiques avec un dégazage de méthane, etc. Et en fait, c'est des endroits qui, à un moment donné, deviennent une source nette d'émissions de gaz à effet de serre, et où là, c'est pas notre consommation de viande, notre trafic aérien, etc., nos SUV qui émettent des gaz à effet de serre, mais c'est le système Terre lui-même. Et c'est globalement la caractéristique presque commune de chacun de ces points de basculement, c'est à un moment donné, ils participent à l'emballement du système Terre et l'emballement climatique. Voilà, je ne sais pas si tu veux que je continue avec quelques autres. Brièvement, les autres, ouais. Donc, il y a la forêt boréale qui dépérit, c'est-à-dire où de fait, des arbres meurent, et en fait, c'est un endroit qui stocke du carbone dans les troncs des arbres, etc. Ouais. Et en fait, sous l'effet principalement d'un stress hydrique, c'est-à-dire d'un déficit d'eau, et de fait, il y a des arbres qui décèdent, et c'est particulièrement problématique. C'est la taïga? Pardon? La forêt boréale, c'est ça. Et j'ajoute, encore, c'est dans mon bouquin sur les idées fausses, dans mes conférences, quand je demande la plus grande forêt du monde, elle est où? Tout le monde répond l'Amazonie. En fait, la fameuse taïga dont tu parles, elle fait 15 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire qu'elle est 3 fois plus grosse que l'Amazonie, cette forêt boréale froide. Elle est 3 fois plus étendue que l'Amazonie, qui ne fait que 5 millions de kilomètres carrés. Et ça, c'est 10 fois la France, pour qu'on se fasse une idée à peu près de la taille de l'Amazonie. Voilà, les 3 grands bassins de forêt tropicale, Amazonie, forêt du Congo et le bloc indonésien. Pardon, je ferme ma petite parenthèse, parce qu'elle nourrit un peu aussi. Et c'est hyper important parce que depuis 2014 maintenant, et puis une étude de Lucien Nagati, qui a porté sur les forêts du bassin amazonien, donc la forêt amazonienne, dont on parle parfois comme étant le poumon de la planète, elle montre qu'au contraire, c'est en train de devenir un paquet de clopes. C'est-à-dire, en fait, les forêts du bassin amazonien émettent davantage, en gros sur la tranche 2010 jusqu'à 2025, émettent davantage de CO2 qu'elles n'en captent. Donc, alors, c'est pas le cas des forêts tropicales africaines, c'est pas le cas encore des forêts de la France occidentale métropolitaine. Voilà, même si les forêts sont un puits de carbone en constante voie de fragilisation en France. Et alors, on peut peut-être rentrer juste dans cette compréhension-là pour se dire, parce qu'à cet endroit-là, il y a un risque de savanisation des forêts du bassin amazonien. Et donc, effectivement, dans notre imaginaire, c'est une forêt luxuriante, etc., qui pourrait devenir, une savane au cours de ce siècle. Hein. Alors, c'est dû à quoi? En fait, c'est dû fondamentalement à un stress hydrique, c'est-à-dire un déficit d'eau, parce que quand ça chauffe, ça sèche. Donc, quand ça sèche, on manque d'eau. Et donc, quand il y a un stress hydrique, les végétaux et là, les arbres, la respiration et la photosynthèse qu'ils réalisent est moins ample. Donc, en valeur absolue, il y a moins de captation de carbone. Le deuxième élément, on en a parlé avec les forêts du Nord septentrionales, là, c'est des arbres qui décèdent.
Voilà, donc il meurt. Donc quand il meurt, en fait, il capte plus le carbone. Le troisième élément, c'est que quand il y a un stress hydrique, c'est sec et ça part en fumée. Donc en fait, c'est carrément le carbone, il est rebalancé dans l'atmosphère. Et puis le dernier élément qui permet de comprendre pourquoi est-ce que les forêts du bassin amazonien elles sont en train de devenir une source nette de carbone, c'est qu'on a déforesté de façon vraiment conséquente, agressive. Et à la place, on a planté des bœufs. En fait, ouais, et donc un bœuf, ça n'a pas le même bilan carbone qu'un arbre. On a planté des bœufs, j'adore l'expression. Est-ce qu'on a fait le tour des principaux tipping points? Oui, globalement, en tout cas de ceux qui sont en ce moment fragilisés. Quelle différence tu fais entre les tipping points et les limites planétaires? Tu sais, le fameux donut là. Est-ce que tu arriverais à nous faire une petite synthèse pour pas qu'on confonde les deux? Sachant que là, il y a 7 limites planétaires sur 9 depuis une date récente qui ont été franchies. La dernière en date, c'est l'acidification des océans. Ça y est, on vient de passer dans le rouge. Ce terme de limite planétaire, c'est un détail. Alors déjà, je voudrais les rappeler très concrètement, hein, mais aussi, je voudrais dire que ce terme est très critiqué. C'est-à-dire que le terme anglais, c'est boundaries. Et boundaries devrait se traduire par frontières. Parce que limite, c'est quelque chose dans d'autres domaines qui n'est pas franchissable. Alors que là, il y en a 7 sur les 9 qui sont déjà franchis. Donc bref, juste le petit point vocabulaire, c'est qu'on devrait dire, si on était fidèle à la traduction anglaise, etc., et juste à ce qu'on veut dire aussi, c'est que là, vu qu'il y en a 7 qui sont franchis sur les 9, on devrait parler de frontières plutôt que de limites. Je voudrais juste rappeler quels sont les 7 qui sont franchis parmi les 9 limites planétaires, là, et t'entendre éventuellement si tu as des choses à ajouter. La première, c'est évidemment celle du changement climatique. En gros, tout le monde a entendu parler de l'histoire des ppn, les parties par million là, du CO2 dans l'atmosphère. En gros, avant 1750, il y avait 280 ppm dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on est à plus de 430, si je ne dis pas de bêtises. Donc même sans trop savoir ce que c'est le ppn, on voit bien qu'on a dépassé ça. La deuxième limite franchie, c'est l'atteinte à la biosphère, à la biodiversité. Bon, là, je ne fais pas un dessin, hein, on est dans une 6e extinction de masse. Troisième limite, les modifications de l'occupation des sols. Bon, bah là, c'est pareil, chacun a l'intuition que ça va pas bien. Utilisation de l'eau douce, bof, bof. On pense même qu'il y aurait des guerres. Je sais pas si t'en parles dans ton livre 2049. Bien sûr, oui, c'est un élément déterminant. Ouais. Utilisation de l'eau douce, l'or bleu de demain. Perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore. Là, c'est un peu plus compliqué. La formulation de l'azote et le phosphore, c'est juste ce dont ont besoin les plantes pour pousser correctement. C'est les éléments qui sont indispensables au fourmillement de la vie, quoi. Voilà. Donc l'azote dans l'air, la fixation de l'azote, tous ces trucs-là se passent plus aussi bien qu'avant. Donc cette limite-là est franchie aussi. Les pollutions diverses, 6e limite franchie. Qui n'a pas entendu parler des PFAS, du plastique, des pesticides, en veux-tu, en voilà. Et la 7e limite qui a été franchie en 2025, eh bien, je l'ai dit, c'est l'acidification des océans. On le sait peu, hein, mais le pH neutre, c'est 7. Tout ce qui va vers 1, c'est extrêmement acide. Et tout ce qui va vers 14, c'est extrêmement basique. Hein. Là, le pH normal des océans, il est passé de 8,15 à 8,05. Alors c'est toujours pareil, hein, j'imagine que c'est quelque chose que tu expliques dans tous tes livres. C'est qu'on a l'impression que ces petites variations sont minimes, alors qu'en fait, un changement de l'ordre d'une fraction a des conséquences qui fait qu'un animal peut construire sa coquille ou pas. Hein, en gros, tout ce qui se sert du calcaire dans l'eau pour construire des coquilles ne peut plus le faire. Tu parlais du corail tout à l'heure. Plancton aussi, le plancton qui a une fonction dans la captation du carbone. Donc ouais, tout à fait. Peut-être, moi je veux bien dire un truc sur cette question de limite, la boundaries, etc. Pour moi, l'enjeu fondamental, c'est celui des seuils. Parce que la seule chose qui existe, ce sont les seuils. Les limites, elles n'existent pas. Parce que les seuils existent d'un point de vue biogéophysique, alors ils existent d'un point de vue biogéophysique, mais ils sont très difficiles à appréhender. Donc il y a beaucoup de controverses et systématiquement ils sont positionnés au sein de fourchettes parce que fondamentalement on ne sait pas précisément. Et c'est le propre des systèmes complexes où en fait quand tu agis sur un élément, tu ne sais pas exactement quelle va être la réponse. Il y a plusieurs réponses possibles. Ouais. Tout n'est pas parfaitement modélisable. C'est pas un algorithme en fait, la complexité du système Terre. Et donc en fait, il y a des seuils et parce qu'ils existent, ces seuils-là, ce que font ces chercheurs, ils disent en fait, faut mettre une limite à distance de sécurité d'un seuil. Comme les types de la SNCF qui, à distance de sécurité des voies, ils ont tracé une bande blanche avec un petit retour-pied là, un peu granuleux pour dire sur la limite, tu peux te rester, tu peux rester sur la limite, tu peux envoyer un texto, tu peux faire un sitting, tu peux manger un casse-dalle. Mais fais gaffe, si tu transgresses trop la limite,
la frontière, bah oui, de fait, tu peux tomber sur les voies, quoi. Mon cher Nathanaël, tu es un fabuleux, tu es très prodigue en métaphores, je les adore. Je voulais juste, si tu m'as suivi, il y a 9 limites planétaires, 7 qui ont été franchies. J'ai pas dit celles qui n'ont pas été franchies, et peut-être que je voudrais t'entendre là-dessus, ça me paraît pas inutile de les rappeler. Une autre limite qui a été franchie dans le passé, mais qu'on a réussi à rattraper le coup, je trouve c'est un signe d'espoir fabuleux, je sais pas ce que t'en penses, c'est la couche d'ozone. L'ozone, ouais. Il y avait un trou, le trou s'est résorbé, plus ou moins. Alors, ouais. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire qu'en fait, des décisions politiques, elles peuvent avoir un effet sur le système Terre. Ça, c'est vraiment fondamental, parce que derrière, ça veut dire que la décision, et la décision concertée et la décision au niveau international, elle peut avoir un effet. Et c'est vraiment l'endroit où on peut accrocher une espèce d'espoir, quoi, fondamentalement. Après, ce qu'il faut savoir par rapport à la question du trou dans la couche d'ozone, c'est qu'on a remplacé des gaz troueurs d'ozone par des gaz réchauffeurs. Et ça a été une immense aventure industrielle où les mêmes qui avaient déposé les brevets pour produire tous les gaz réfrigérants, etc., de nos frigos et tout ça, et ben, à un moment donné, ils ont posé d'autres types de brevets, ils ont encouragé les consommateurs à changer leur frigo, leur congèle, etc. Ça a été une immense aventure industrielle qui a participé à une augmentation réelle, considérable. Voilà. Donc, on n'a vraiment pas gagné sur les tableaux. C'est pas dit qu'on ait fondamentalement gagné au change entre les deux, quoi. Certes. L'ozone, pour ceux qui auraient oublié, c'est l'O3, c'est 3 atomes d'oxygène. L'ozone, c'est une couche tout simplement qui nous protège des UV qui sont très dangereux, voire mortels pour la peau. Cancérigènes, qui sont cancérigènes, etc. Donc avoir un trou dans la couche d'ozone, c'est grave. Et ça, c'était provoqué par l'utilisation de CFC dans les sprays. Voilà, et il y a eu un accord en protocole de Montréal en 87, etc., qui a été ratifié par quasiment tous les pays. Et ce qui fait qu'on a remarqué que la couche d'ozone s'est reconstituée. Donc, c'est tellement rare les signes d'espoir qu'on pouvait les dire. Et la dernière limite, Nathanaël, je t'ai dit qu'il y en avait 9, et là j'arrive à la 9e, c'est la concentration en aérosol atmosphérique. Il faut savoir que tout ce qu'il y a dans l'air, c'est pas le vide qu'il y a dans notre atmosphère. Il y a déjà les gaz qui sont normalement dans l'atmosphère, mais il y a aussi tout ce qu'on y injecte, nous autres humains. Ils permettent aussi de refroidir ou de réchauffer le climat. Donc voilà, et ça c'est une frontière qui n'a pas encore été atteinte malgré tout. Donc je voulais juste la mentionner. Je ne sais pas si tu en parles. Mais il me semble que c'est une limite qui n'a pas d'indicateur de suivi. Exact. Et donc en fait qui n'est pas vraiment une limite. C'est-à-dire qu'en fait il peut y avoir un seuil, mais il n'y a pas de limite afférente, quoi. Donc c'en est une qu'on franchira jamais. À certains gars on peut la retirer. Enfin si on se dit bonne nouvelle, il en reste 2 qu'on n'a pas dépassé, ce sera un mauvais raisonnement. D'autant plus que le franchissement d'un seuil a des répercussions sur tous les autres. Il y en a 2 qui sont vraiment très très importants, le climat et puis la biodiversité, la diversité fonctionnelle du vivant, etc., qui, elles, sont vraiment des seuils qui ont un impact considérable sur l'habitabilité humaine de la Terre. Nathanaël, je te propose qu'on s'arrête sur tout ce qu'on vient de dire là, dans cet épisode. Merci beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite et la fin de notre série sur 2049, ce que le climat va faire à l'Europe. On a peu parlé de l'Europe, on a parlé en général, mais voilà, dans le prochain épisode, on va enfin en venir à ce que tu préconises, à ce que tout le monde veut savoir, les solutions. D'ici là, cher Nathanaël, prends soin de toi, salut. Salut Marc. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres. En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terre Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien, à bientôt, et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.